Moi, je voudrais comprendre avec vous, vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, alors, vous êtes diplomate de carrière, c'est des questions que vous maîtrisez parfaitement. Cette position veut dire quoi concrètement? Apparemment, ça frise un peu des intérêts, j'allais dire, existentiels pour Denis Sassou Nguesso. Et lorsque vous dites que derrière le Rwanda peut aussi être la France, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. En ce qui concerne le Congo-Brazza, bien sûr, Sassou Nguesso a utilisé cette terminologie qui est, à mon avis, insultante pour le peuple congolais. Les Congolais n'ont rien contre moi ou contre les autres Rwandais. Les Congolais ne sont pas rwandophobes du tout. Parce que c'est l'Union européenne qui paye, il faut le savoir, l'opération rwandaise au Mozambique, la présence des troupes rwandaises au Mozambique. Ce n'est pas une opération des Nations Unies, c'est l'Union européenne qui finance ces opérations-là. C'est Total, bien sûr, et c'est la France. Donc, les Pardon, enjeux sont... Jean-Marie, pardonnez-moi de vous interrompre par moment. Non, non, Lorsque non, vous allez-y. parlez de la France qui finance, ou l'Union européenne carrément, parce que de toute façon, on a vu comment l'Union européenne a passé des accords avec le Rwanda dans la fourniture, je l'ai dit tout à l'heure, des matières premières stratégiques et critiques. Et dans le même temps, je l'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser déjà au Congo-Brazzaville, où le Rwanda a acquis des terres arables, bien sûr, 980 km², c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et curieusement, lorsqu'on en parle, bon, les Congolais sont vont debout contre ces accords. La vérité, c'est ça, ce sont des accords controversés qui violent la loi de bout en bout. Et curieusement, on a vu comment Denis Sassou Nguesso a fait une sortie, bon, malheureusement, c'est dans un journal Jeune Afrique, où il pense que tous les Congolais ou les Congolais qui s'opposent à ces accords sont des rwandophobes. C'est grave lorsque c'est dit d'un chef d'État. Et là, donc, en fait, il prend position pour Paul Kagame. Et moi, je voudrais comprendre avec vous, vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, alors, vous êtes diplomate de carrière, c'est des questions que vous maîtrisez parfaitement. Cette position veut dire quoi concrètement? Apparemment, ça frise un peu des intérêts, j'allais dire, existentiels pour Denis Sassou Nguesso. Et lorsque vous dites que derrière le Rwanda peut aussi être la France, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, et malgré que la population s'oppose à ces accords. Alors, il y a la France, il y a tous les pays de l'Union européenne, sauf quelques-uns qui se sont opposés. Il y a bien sûr les États-Unis et d'autres qui soutiennent Paul Kagame et utilisent aussi leur presse souvent pour le protéger dans les médias. En ce qui concerne le Congo-Brazza, bien sûr, Sassou Nguesso a utilisé cette terminologie qui est, à mon avis, insultante pour le peuple congolais. Les Congolais n'ont rien contre moi ou contre les autres Rwandais. Les Congolais ne sont pas rwandophobes du tout. Il y a d'ailleurs des Rwandais qui vivent au Congo depuis fort longtemps, depuis Exactement. 1994. Près de Voilà, il 8 y a des millions. réfugiés rwandais qui sont au Congo, il y en a qui ont obtenu la naturalisation congolaise, qui vivent en paix, sauf que, croyez-moi, depuis l'arrivée de, des militaires rwandais, qui se comportent ou qui se présentent comme des civils dans les zones cédées au Rwanda, et vous allez voir que la population rwandaise au Congo, les anciens Rwandais naturalisés congolais, ou les réfugiés, tout simplement, ils vont être déstabilisés. C'est ce qui s'est passé au Mozambique, justement. Au Mozambique, une fois que l'armée rwandaise était présente, ils ont commencé à enlever. J'ai plusieurs amis qui ont été enlevés du Mozambique, ramenés au Rwanda et qui ont disparu, qui ont été tués. Nous avons lancé des alertes, nous avons demandé aux ONG de plaider la cause et des jeunes, des jeunes Tutsis d'ailleurs. Eh bien, rien à faire. Kagame s'en fout éperdument, il dit I don't care. Et donc, le cas du Mozambique,
c'est un peu ce qui va se passer. Je suis pas prophète, je suis pas un devin. Et si jamais les cessions de terre à Kigali, au régime de Paul Kagame, se poursuivent et se concluent, hein, ça dit que si on met en application les accords signés entre le Rwanda et le Congo, Brazzaville, les accords militaires, les accords de cession des terres, ça veut dire installation de militaires rwandais, des réservistes souvent d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Mozambique, eh bien, ils vont occuper le terrain et ce sera une zone interdite aux Congolais. De toute façon, puisque c'est une propriété privée, ce sera une propriété privée. Et les Congolais n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, croyez-moi. C'est organisé, c'est organisé. Maintenant, pour le Congo, je ne sais pas qui est derrière. Mais le fait que le Rwanda se dirige progressivement vers Pointe-Noire, où d'ailleurs on me dit qu'il y a des installations aéroportuaires, il y a un aéroport là Tout quelque à fait, part oui. que le Il Rwanda, y a aussi un port en eau profonde, il y a un aéroport, il y a tout ça, oui. voilà, eh bien le Rwanda utilise l'aéroport pour importer des produits interdits, parce que le Rwanda n'a pas le droit d'acheter n'importe quelles armes ou n'importe quel équipement militaire. Eh bien, ils font ça à travers le Congo-Brazzaville. Et à partir de Pointe-Noire ou des environs, là où il y a l'aéroport, le fameux aéroport, hein, eh bien, ils envoient leurs avions et ils transportent tranquillement les équipements militaires ou les armes interdites à Kigali. Évidemment, je vais dire, pour les Rwandais et pour les autres qui souffrent des agressions répétées de l'armée rwandaise en RDC notamment, nous allons peut-être en parler, eh bien, le Congo-Brazzaville est complice, naturellement. Lorsque vous cédez des terres à Maluku, Maluku en face de Maluku congolais, il y a le Maluku de Il y a Brazza, Maluku Kinshasa qui est de là, oui. Congo-Kinshasa. Lorsque vous cédez à l'armée rwandaise, parce que cette armée, c'est son bras armé ou l'armée financière, le bras financier de l'armée de Kagame, c'est Crystal Venture. Crystal Venture, c'est composé de plusieurs sociétés. C'est un conglomérat de sociétés qui s'occupent de plusieurs domaines, construction, agriculture, exploration minière, exactement les mêmes que vous retrouvez en Centrafrique. Déjà, on monte là, on est passé de Mozambique, on est à Brazzaville maintenant, mais avant Brazzaville, il y avait le Centrafrique. Eh bien, Pardon, tout à le l'heure, vous avez Centrafrique, parlé de Crystal Venture, évidemment. Vous dites que c'est le bras financier de FPR, c'est-à-dire de Paul Kagame, qui, au Congo-Brazzaville, finalement, s'est installé à Maluku. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé que Maluku, c'est presque en face de Kinshasa. Là, j'ai besoin de votre analyse à vous, diplomate de carrière que vous êtes, ancien ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'on s'installe autour j'allais dire, des frontières avec un pays voisin, dont on sait d'ailleurs, puisqu'on va y arriver tout à l'heure, que le Rwanda est déjà en conflit avec ce pays-là, c'est-à-dire le Rwanda agresse la RDC. Euh, Qu'est-ce que cela peut vous inspirer? ce que cela m'inspire, c'est que c'est une erreur grave pour les autorités congolaises de Brazzaville qui acceptent d'installer ces militaires rwandais au bord du fleuve Congo, de l'autre côté du fleuve, mais au bord du fleuve Congo. Normalement, à supposer même qu'ils cèdent des terres au Rwanda, ils ne devraient pas les installer là. Il faudrait les mettre plus loin, je ne sais pas, une cinquantaine de kilomètres ou plus, pour éviter de prendre parti au conflit actuel. Parce que pour nos auditeurs, on ne leur a pas encore dit, il faut, même si tout le monde le sait aujourd'hui, c'est de notoriété publique, l'armée rwandaise de Paul Kagame se trouve en République démocratique du Congo, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, en Ituri, où ils occupent des territoires peut-être 2, 3 fois plus grands que le Rwanda.
avec une armée de plus de 4000 hommes qui sont en RDC. Le Rwanda l'a presque reconnu, mais en tout cas, il y a des rapports des Nations Unies. Les experts des Nations Unies se sont rendus à plusieurs reprises dans la région et ils ont constaté la présence de l'armée rwandaise. Et aujourd'hui, ils disent, ouais, à peu près 4000 hommes, plus les supplétifs de l'armée rwandaise, dont des Congolais, des Ougandais. Et maintenant, d'ailleurs, il y a des militaires ougandais qui travaillent avec l'armée en RDC. Alors, dans ces conditions, lorsque vous savez que le Rwanda a une vision, d'ailleurs, qui tranche avec les principes de l'Union africaine, de l'intangibilité des frontières, du respect de la souveraineté de chaque pays, des frontières héritées de la colonisation. Parce que sans cela, si chacun voulait revendiquer un territoire, comme le fait le Rwanda sur le Congo ou sur le Burundi et l'Ouganda, eh bien, je vais vous dire, tous les pays africains seraient en guerre. Et donc, les autorités de Brazzaville, soit elles sont réellement complices avec Kagame, ou alors elles ignorent le droit international, ou elles ignorent les intérêts de leur peuple, parce qu'ils ne savent pas avec qui ils traitent. Traiter avec Christian Venture, des militaires rwandais, certains sont réservistes, d'autres sont en activité, et les installer à Maluku, pour moi, c'est une déclaration de guerre à la RDC, ni plus ni moins. On ne peut pas faire cela. C'est comme si, par exemple, prenons le cas de la France. Malheureusement, heureusement qu'il n'y a pas de pays hostile à la France dans la région. Mais si la Belgique installait ou cédait des terres à un quelconque pays hostile aux intérêts de la France, qu'il le fasse à Mons, à Charleroi ou du côté du nord-ouest, ou plutôt du sud-ouest de la France, de la Belgique, la France n'accepterait jamais. Aujourd'hui, la France n'accepterait pas que la Belgique cède des terres à la Russie, à la frontière entre les deux, à la frontière entre la Belgique et la France. C'est exactement la même chose, sauf que là, il s'agit de pays africains, bien sûr. La communauté internationale, bien, ne considère pas nos intérêts, mais pour ceux qui connaissent le Rwanda, qui connaissent l'armée rwandaise, qui connaissent les ambitions de Kagame, démesurées, hein, des ambitions vraiment qui ne tiennent compte que de ses intérêts. Et encore, il devrait conseiller au gouvernement congolais de Brazzaville de mettre fin à ces accords, ou alors d'en changer l'application, d'envoyer l'armée rwandaise à la frontière ouest du côté du Gabon. Mais est-ce que le Gabon, lui, va accepter? Parce que s'ils sont au Congo, c'est pas seulement pour le Congo, ça concerne toute l'Afrique centrale. Ouais. Et je vous ai parlé tout à l'heure, vous m'avez confirmé cela, le Rwanda a des terres presque du côté de Pointe-Noire, dans le Kwilu, je pense. Dans le Niari, dans la Lekomu, dans la Bwenza, en fait, la partie sud. Bon, Voilà. c'est bien que après, c'est une stratégie simplement pour ne pas fâcher tout le monde parce que c'est une stratégie de combat. Si on prononce Pointe-Noire aujourd'hui, cela veut dire que tout le monde se dira, bah, écoutez, toute la partie sud Ah va se oui. lier contre ce pouvoir. Mais je pense, parce que dans le reportage qu'a diffusé la télévision rwandaise, euh, parmi, bien sûr, les experts qui sont allés visiter les terres au Congo-Brazzaville, il y a une dame qui a bien dit que nous utiliserons le port de Pointe-Noire pour acheminer voilà, nos produits. Mais le disant, en réalité, derrière, il y a un message qu'il faut comprendre par là, qu'il faudra aussi prendre le port de Pointe-Noire en possession. Ils ne vont pas le prendre en possession pendant qu'ils sont en accord avec le gouvernement de Sassou Nguesso. Mais s'il y avait, par exemple, une contestation de la population congolaise ou de l'opposition congolaise ou qui menacerait les intérêts de Sassou Nguesso du côté de Pointe-Noire, je suis certain que l'armée rwandaise, pas seulement d'ailleurs ceux qui sont là,
mais que d'autres sont derrière en attente, qu'ils vont venir intervenir pour protéger les intérêts que Sassou Nguesso leur indiquera. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, il s'agit de Oui, deux mais après, il peut régimes. arriver qu'évidemment, le Rwanda puisse finalement échapper au contrôle de Brazzaville, comme ça se passe d'ailleurs en RDC. Vous êtes en train d'expliquer. Là, la RDC, évidemment, le Rwanda échappe à la RDC. Et le Rwanda semble même faire la loi à l'est de la RDC. Cela peut arriver aussi à Brazzaville, que le Rwanda échappe au contrôle de Brazzaville et se mettent à faire, bah, puisque dans les accords dont on parle, il y a des accords, c'est vrai, de cession des terres arables du Congo au Rwanda, mais il y a aussi des accords militaires. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Pourquoi aller signer des accords militaires avec le Rwanda lorsqu'on sait que le Rwanda est en conflit avec le pays voisin? À quoi servent ces accords militaires pour un pays qui n'a jamais été en guerre avec ses voisins? Depuis des décennies en plus. Le Congo n'a jamais été menacé par les voisins. Pourquoi aller signer des accords militaires avec le Rwanda? Et à quel moment? C'est presque à la fin, bien sûr, de son mandat présidentiel. Je sais qu'il va encore se représenter, mais c'est un peu au moment où on est en train de sentir qu'il y a un déclin quand même. Le pouvoir est en train de, voilà, de boiter. Est-ce que c'est pour garantir, pour sécuriser le pouvoir? Bah, tout le monde se pose la question là-dessus. Mais à côté, comme vous l'avez dit, il y a Kinshasa qui est en conflit avec Kigali. Alors là, vous avez mis le doigt là où il faut. Le pouvoir est en train de vaciller. Le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir de Kigali aussi vacille. Et je pense que sur le plan militaire, Kigali a déjà des assises dans l'est de la RDC, même si pour moi, ça ne devrait pas tarder. Je crois que la RDC finira par chasser l'armée rwandaise. Je pense et je l'espère. En ce qui concerne Brazzaville, il n'est pas à exclure que Kagame tente de prendre vraiment, de s'installer durablement. Surtout qu'il a été invité à le faire par le gouvernement congolais, par le président Sassou Nguesso, par son fils Christelle Sassou Nguesso, qui est tout puissant quand même à Brazzaville et qui pense beaucoup, risque de succéder à son père. Et donc, effectivement, vous l'avez si bien dit, l'armée rwandaise risque d'intervenir à plusieurs stades. Aujourd'hui, pour sécuriser le gouvernement, en tout cas le régime. Demain, pour éventuellement intervenir lorsque dans, les, dans la période de succession, il y aurait du grabuge, parce que le Congo, Brazzaville est un pays quand même qui est, j'allais dire, qui a une culture d'indépendance, beaucoup de culture d'indépendance, pour, pour peu que je connaisse, depuis les années, euh, ça sont les années Wabi et après, j'ai beaucoup suivi et connu les affaires du Congo. Je pense que les Congolais ne vont pas laisser passer comme ça. Non. Donc, il y aurait des mouvements pour essayer d'empêcher cette succession euh, entre le père et le fils. Et dans ce cas-là, là au moins c'est presque sûr, l'armée rwandaise interviendrait aux côtés de ceux dans l'armée qui soutiendraient bien sûr la succession de Christelle Sassou Nguesso ou d'un autre membre de la famille, on ne sait jamais. Donc, c'est pourquoi il se positionne à gauche, à droite, mais aussi pour les intérêts économiques du Rwanda. Le Congo est un pays riche en ressources minières. Le Congo est un pays très riche en pétrole. Et le Congo a des grandes sociétés occidentales qui y travaillent et qui ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Vous savez, un jour, je me suis dit, mais et si certaines sociétés pétrolières, qu'elles soient françaises ou américaines ou nigérianes ou d'autres, qui travaillent déjà avec l'armée de Paul Kagame au Mozambique, et si certaines entreprises, certaines sociétés pétrolières se disaient Kagame a bien travaillé pour nous au Mozambique,
pourquoi on ne l'aiderait pas à s'installer près de Pointe-Noire pour protéger nos intérêts? J'ai pas besoin de donner les noms de ces sociétés pétrolières, mais pour ceux qui savent avec qui Kagame travaille au Mozambique, c'est facile d'y penser. Et je pense qu'on a le droit d'y penser tant qu'on ne nous a pas encore démenti sur les, euh, les déviances, hein, de l'armée rwandaise au Mozambique. Vous savez que Paul Kagame a même menacé les pays de la SADC, hein, de les combattre au Mozambique pour les empêcher d'intervenir à Cabo Delgado. Alors que la SADC, dans les accords qu'ils avaient signés avec le Mozambique, la SADC voulait intervenir pour neutraliser les rebelles. Et Kagame a dit non, d'abord moi. Et l'Union européenne a fait pression sur l'Afrique du Sud et sur les autres pays, et surtout sur le Mozambique, bien sûr. Le président Nussu qui est sortant, hein, qui va peut-être partir, est obligé, il ne sera pas candidat. Eh bien, ils ont fait pression sur lui en lui disant, prends les Rwandais et nous allons continuer à t'aider. C'est ce qui s'est passé. Au Congo, est-ce qu'on a le même scénario? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais rien ne peut se passer dans le domaine du pétrole sans l'intervention de certaines puissances qui vivent grâce au pétrole. C'est comme en RDC. Vous dites, l'Union européenne soutient le Rwanda dans sa guerre contre la RDC. La première façon de soutenir le Rwanda, la première manière de soutenir le Rwanda dans la guerre contre la RDC, c'est de racheter à vil prix les minerais pillés en RDC. Et ils ont signé un accord sur l'ensemble des minerais que seul le Congo possède de ce côté-là. Ils savent que le Rwanda n'en a pas chez lui, mais ils ont quand même signé un accord, une convention, parce qu'ils Alors, savent l'intérêt de ces pays. comme que dirait, pardon, Jean-Marie, toutes les hypothèses sont bonnes à poser. Lorsqu'on parle du Rwanda au Congo-Brazzaville, le Congo, vous l'avez rappelé, a plusieurs, voilà, a beaucoup de la matière, a beaucoup de richesses, le pétrole en premier, le bois, les minerais, il y a le port, la mer à côté, les terres arables. Alors, parmi ces accords, il y a un autre accord qui donc autorise le Rwanda à faire de l'exploitation minière, peut-être aussi pétrolière. Mais moi, ma question, c'est de savoir, parce que le Congo, c'est quand même, comme qui dirait, le précaré de la France. Et la France au Congo, c'est le pétrole. Tout le monde le sait. Curieusement, la France est aux abonnés absents, ne réagit même pas. Est-ce qu'on peut penser que derrière les activités que veut mener le Rwanda sous Paul Kagame au Congo-Brazzaville, il y a ces puissances parce que on se pose quand même la question d'où tire-t-il ou d'où trouve-t-il toute cette puissance, ces moyens financiers, militaires pour conquérir l'Afrique centrale. Le Rwanda, c'est tout de même un petit pays qu'on a connu, mais en quelques années seulement, on voit ce qu'il est en train de faire au niveau de l'Afrique centrale, que même une puissance, une des grandes puissances occidentales, aurait du mal à contenir, à maîtriser. La France et les autres pays occidentaux utilisent le Rwanda pour servir de typo-typo, comme on l'a dit. Typo-typo, c'est l'ancien esclavagiste zanzibarite euh, qui était monté jusqu'au Congo de l'époque, hein, dans le sud Kivu. Et ce monsieur-là, il était de Zanzibar, musulman, et il servait d'intermédiaire pour l'achat des esclaves congolais autres de la région. Et il était bien rémunéré, il avait reçu des terres où bien sûr les Arabes et les Européens l'ont aidé à faire des plantations de tout, du café, du thé, euh, du tabac, et il est mort là, au Congo, alors qu'il n'était pas congolais, mais il était devenu un peu l'enfant protégé par les Européens et par les pays arabes à l'époque. Ça, je parle de la fin du 19e siècle, hein, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, lui, il a servi, il avait toute une sorte d'armée
qui allait voir les populations, les chefs coutumiers, les corrompre et ensuite avoir des esclaves. Kagame, lui, bon, la vente de trafic, le trafic d'êtres humains, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier, Et ça donc, regarde la Libye, ça lorsqu'on regarde fait le parallèle avec Kagame, il joue le même rôle alors. tout à fait. Il joue le même rôle et sa force à lui maintenant, c'est qu'il a une armée bien organisée, prête à intervenir partout, prête à sauter sur n'importe quel, un peu comme les mercenaires blancs de l'époque des indépendances. Lorsqu'on voulait déstabiliser un pays en Afrique, ben, on faisait appel à qui? On faisait appel à Bob Denard, le français, on faisait appel à Jean Schram, le belge, on faisait appel à d'autres, des Sud-Africains, des Rhodésiens blancs à l'époque, pour aller déstabiliser, assassiner un chef d'État, prendre le pouvoir et donner le pouvoir à qui il voulait. Maintenant, Paul Kagame joue ce rôle, surtout pour la protection des intérêts occidentaux. Vous savez, les Congolais supporteront peut-être mieux la présence de l'armée de Kagame ou de Christophe Venture, mieux qu'ils ne supporteraient l'arrivée des paras belges ou français. Peut-être. En tout cas, eux, ils se lavent les mains. Enfin, comment comprendre ça? Vous êtes en train de vouloir nous dire que finalement, l'armée de Kagame serait, entre guillemets, le Wagner de l'Afrique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le thème qu'ils sont, j'allais dire, pire que Wagner, parce qu'ils s'installent. Wagner, lorsqu'ils viennent, on sait qu'ils vont faire leurs opérations, qu'ils vont aider tel gouvernement à chasser les rebelles, et puis qu'après, si on n'a plus besoin d'eux, ils vont partir. Kagame, c'est pas ça. Il va faire les deux. Il intervient pour aider un régime aux abois, pour aider un fils qui veut succéder à son père pacifiquement ou autrement. Ils peuvent l'aider à prendre le pouvoir, hein, sans se montrer trop, mais en tout cas à intervenir. Mais aussi, ils ont une autre ambition, c'est de rester, de s'installer durablement. C'est pourquoi il y a la cession des terres. En Centrafrique, Wagner, apparemment, ils sont aussi dans l'exploration minière, hein, c'est sûr. Tout à fait, oui. Voilà. Dans Mais l'exploitation minière. ils savent qu'ils vont partir. Ils savent qu'ils vont repartir chez eux. Ils ont une administration, bien sûr, hein, qui est adaptée à leur mission. Mais ce sont des mercenaires, c'est comme ça que certains les appellent, qui vont rentrer chez eux. Alors, mais Kagame, tout à l'heure, je disais, le Rwanda, c'est quand même un pays, on ne dira pas quand même le Rwanda, c'est un pays riche, c'est un pays puissant, mais tel que Paul Kagame mène sa politique, j'allais dire, sa stratégie expansionniste, s'il faut le dire comme ça, après, on se pose des questions de savoir, la question de savoir comment trouve-t-il les finances et les moyens militaires. Le Rwanda vit quand même des aides des pays étrangers, des grandes puissances. Où trouve-t-il c'est les précisément moyens cela. financiers et militaires pour mener sa politique d'expansionniste? Ce sont ces aides-là, et bien, beaucoup d'autres choses, hein. Vous savez, lorsque Kagame a été envoyé au Mozambique par, on dit l'Union européenne, ou plutôt la France, ils lui ont donné beaucoup d'argent. À la fois pour Kagame, bien sûr, dit non, ils m'ont donné aucun argent, aucun sou. Et après, il se contredit. Il reconnaît quand même qu'ils lui ont payé tout ce qui avait un rapport avec la logistique, qu'ils ont un contrat avec l'Union européenne pour payer la solde des militaires et beaucoup d'autres choses. En Centrafrique, c'est la même chose. Kagame un jour avait déclaré, c'était au Nouvel An en 2021, je crois, on lui demandait, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour, euh, pour nourrir vos militaires qui sont en Centrafrique? Parce qu'en Centrafrique, il y a deux missions. Il y a la mission de l'ONU à laquelle participe l'armée rwandaise, mais il y a aussi la présence d'une armée convenue sur le plan bilatéral. Donc, le Rwanda
déclarait à tout le monde que c'est lui qui finançait tout ça, que c'était pour aider un, un pays ami qui était agressé par les Wagner et par M. Bozizé. C'est ce que disait Kigali Bozizé, qui n'était pas un ami de Kagame, tout le monde le sait. Ensuite, ce jour-là, au nouvel an 2021, Kagame a expliqué, il a tout dit. Il a dit, vous savez, moi, j'ai pas besoin de mettre un franc dans cette opération. Les Nations Unies nous payent pour les 2500 militaires, je crois, d'assistance militaire des Nations Unies en Centrafrique. Et il a dit, c'est simple, l'argent qu'ils nous payent pour cette opération, nous le coupons en deux. Nous donnons une partie à l'opération onusienne et l'autre va à notre opération bilatérale. On s'est dit, ah bon, c'est facile, hein? Mais c'est pas bête non plus. C'est pas bête parce qu'en retour et en contrepartie, euh, ces gens y vont pour mener une mission militaire d'assistance, mais en fait, ce sont les mêmes qui occupent les mines de diamants, les zones cédées à Kigali par le président centrafricain. Ce sont les mêmes militaires qui protègent le président Touadéra de Centrafrique. C'est parmi, c'est peut-être la vie privée, je ne devrais pas y revenir, mais c'est parmi ces militaires que Touadéra a pu recruter une de ses épouses actuelles, qu'il a eu un enfant avec cette femme, pour qui il a construit une maison à Kigali. Il va souvent. Il l'a envoyé au Rwanda parce que la population commençait à regimber un peu, à dire, écoutez, monsieur le président, quand même, c'est quoi cette histoire? Votre garde du corps devient votre épouse, vous avez la première femme à côté, vous avez... Et là, il a dû renvoyer la Rwandaise à Kigali avec son enfant. Il leur a construit une belle villa, tout le monde la connaît à Kigali. Et voilà comment se sont arrangées les choses. Et donc, ce n'est pas... Il travaille par compensation. Il donne et il reçoit le double. Parce qu'il dit, je suis venu vous protéger, peut-être que mes militaires vont y laisser la vie, de toute façon, voilà ceci, cela, vous me donnez le diamant, vous me donnez ceci, vous me donnez cela. Il y a des zones qui étaient avant occupées par Wagner, qui sont aujourd'hui occupées par le Rwanda. D'ailleurs, Paul Kagame est si malin que à un moment donné, on pensait qu'il avait des problèmes avec à la fois la France et Wagner. Il a réalisé le contraire. Il a un très bon terme avec la France, là-bas, en Centrafrique, et aussi avec Wagner. Ce n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est du Paul Kagame. Maintenant, est-ce que c'est bon? Non. Ce serait magnifique si c'était juste des réussites diplomatiques, mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est l'aspect et cette volonté de domination, de dominer le monde. Vous savez, il a proposé aussi des militaires au Bénin, au Togo, à la Guinée. On m'a dit même qu'il a proposé des gardes au Sénégal. Oui, ce n'est pas donc Oui, les ce qui militaires, s'est les gardes, apparemment, ils proposent aussi des conseillères. Je voulais mais parler de François Joly aux côtés de Denis Sassou Nguesso, la dame de les son conseillères, vrai nom, bien sûr. c'est Yamouragui Yemoureka François Joly, qui est aux côtés de Denis Sassou Nguesso, qui sert de conseillère spéciale, bon, au rang de ministre en plus, puisque désormais elle peut Avec une représenter le Congo couverture. à Mais elle l'extérieur. a une bonne couverture parce qu'elle est française officiellement. Mais en fait, c'est une Rwandaise qui a été envoyée là-bas pour servir les intérêts de Kagame et tout ce qui passe devant le président Sassou Nguesso, dans le bureau ou ailleurs, ses relations avec les pays étrangers, c'est cette femme, Emoragui, qui contrôle. Et maintenant, je n'ose pas croire que Sassou Nguesso ait été, soit tombé dans le même piège de la relation qui va au-delà du travail. Parce que en Centrafrique, je vous ai dit que le président Touadéra a un enfant avec cette femme rwandaise. Au Mozambique, maintenant, on dit que le président Youssou, pareil, on lui a donné une belle fille à Kagame. En fait, c'est ça.
Et donc, le Rwanda a une diplomatie qui va bien au-delà de la présence de l'armée. Et je vous assure que cette arme-là, c'est une arme secrète, mais qui est très efficace. Je suppose qu'à Brazzaville, tout le monde connaît Françoise Joly, Mourangi, vous avez dit, je crois qu'elle est Oui, très oui. efficace. Hein. Elle Yamuragi et va même, Mureka. elle va même, j'ai vu des images sur Internet où elle était avec les ministres ou le président dans un pays comme l'Azerbaïdjan, croyez-moi. La Russie même, elle va partout parce qu'elle parle, je pense qu'elle parle russe. Je crois qu'elle parle russe. Et avec le russe, elle peut aller en Azerbaïdjan, elle peut aller en Ukraine, elle peut aller partout. En soi, c'est des atouts, hein. Mais qu'elle fasse ce travail-là, suite à la signature des accords militaires, économiques et cession de terre avec Kagame, tout simplement, ça indique la réalité de sa mission, c'est aussi de protéger les intérêts du Rwanda à Brazzaville. Je ne sais pas si elle fait la même chose, si elle est missionnée aussi par son pays, par le pays qui l'a naturalisé, la France, je ne crois pas. Oui, mais c'est parce que évidemment, elle a aussi des relations, j'allais dire, très étroites avec l'Élysée, c'est ça. Donc après, on se pose la question, qui l'a pistonné là-bas? Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est l'Élysée? Bon, tout le monde est un peu perdu C'est là-dessus. une coopérante. Hein. Vous savez, les coopérants, on les connaît, hein. On sait comment ils opèrent. Et si elle a été missionnée par la France aussi, ça va au Mozambique, il y a des Français hein, qui aident Kagame à maîtriser la situation sur le plan de la formation de l'armée d'ailleurs, au Mozambique, comme en Centrafrique. Il faudra vérifier à Brazzaville si cela est le cas. C'est l'Union européenne qui finance toutes les opérations de formation de l'armée. Et comment cela se passe? Avant, c'est le Mozambique qui entraînait, qui formait l'armée mozambicaine. Eh bien, il y a eu des réunions à Bruxelles et qui ont finalement demandé que ce soit désormais le Rwanda qui forme l'armée mozambicaine. Et c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, je crois, qui ont proposé cela. Et le Portugal a accepté, bien sûr. Hein. Le Portugal soutient cela parce que bon, c'est peut-être un bon débarras pour les anciens colonisateurs. Et en tout cas, c'est le Rwanda qui a eu le dossier. C'est un qui a eu ce marché. On parle en termes de marché. Et c'est beaucoup d'argent en face. Et lorsque l'Union européenne annonce qu'il donne 25 millions d'euros ou de dollars au Rwanda pour faire ceci, le lendemain, vous entendez un autre montant annoncé. Il y a ça, il y a l'aide à la présence au Mozambique, à l'assistance, comme ils disent, mais il y a aussi d'autres opérations financées par les mêmes. Et on se dit, mais comment peut-on financer, continuer à soutenir un État qui est en guerre contre quasiment la plupart de ses voisins? Mais on le soutient, Oui, c'est la on ne question tient pas en, compte. en réalité qui s'impose parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays qui agresse un pays voisin, c'est le cas bien sûr, nous parlons ici du Rwanda qui agresse la RDC, tout le monde le sait, l'ONU l'a déjà dit, a encore réitéré là-dessus, l'Union européenne également le sait, et dans le même temps, l'Union européenne peut continuer à passer des accords avec le Rwanda. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans la fourniture des matières stratégiques parce que c'est coûteux quand même, c'est beaucoup d'argent derrière. Et puis il y a des aides financières. Dernièrement, c'est, je crois, la France qui a accordé près de 400 millions, c'est ça, 400 millions d'euros au Rwanda. Et après, on ne se pose pas la question de savoir, ou peut-être qu'ils le savent, à quoi sert cet argent. Est-ce que ce n'est pas une manière de financer subtilement la guerre à l'est de la RDC? Vous savez, la France a un ambassadeur à Kigali, qui est très proche de Kagame d'ailleurs, tout le monde le sait. La France ne peut pas ne pas savoir à quoi va être utilisé cet argent.
toutes les aides directes, d'abord, ça peut être des aides budgétaires. Là aussi, c'est pour suppléer, n'est-ce pas, aux carences actuelles, parce que le Rwanda n'a plus les moyens de soutenir toutes ces guerres. C'est quelqu'un d'autre qui paie à sa place. Et c'est aussi pour profiter des prix alléchants, c'est ce qu'on dit, que propose le Rwanda sur les produits pillés en RDC. Euh, Prenons un exemple, je n'ai pas les prix réels en tête. Si le coltan, par exemple, coûte ou est vendu, disons, à 10 euros sur le marché international, bien sûr, on est loin du vrai chiffre, et que le Rwanda propose le même coltan lié au Congo, qui le propose à 4 euros ou à 5 euros ou à 6. Il est très, très difficile pour les pays demandeurs, c'est-à-dire les pays européens, l'Union européenne, de refuser cette offre. Résultat, ils financent pour continuer à bénéficier des prix de faveur, ou alors pour les avoir, Kagame est capable de donner le coltan gratuitement. Et j'ai appris qu'il aurait donné des produits miniers, qu'il aurait transféré des produits miniers du côté de Brazzaville, parce qu'il n'avait pas le cash pour le faire directement, et qu'il leur a dit, écoutez, j'ai un stock, prenez le stock, vendez, et profitez-en comme vous. C'est-à-dire Voilà. des matières tirées au Congo-Brazzaville et bon Toutes voilà, données en échange, voilà. des matières volées au Congo, Kinshasa, en C'est RDC. ça. Mais est-ce que c'est ce Et qui les peut transferts. expliquer finalement la complaisance de cette communauté dite internationale, c'est-à-dire les Occidentaux de l'UE face au Rwanda qui, tout le monde le sait, sème la mort tout de même à l'est de la RDC, mais jamais la communauté internationale ou même l'ONU n'a puni, l'a prononcé des sanctions contre le Rwanda, en sorte une forme d'impunité, un blanc-seing Complète. accordé au Rwanda à massacrer, à violer les droits de l'homme, et bon, et cela ne gêne personne. Et c'est parce que ce dernier fournit des matières, comme vous l'avez dit, à des prix dérisoires et parfois gratuits à ces communautés. Alors, cela remonte en fait à 94. Hein. En arrivant à Kigali, la première chose que j'ai constatée, c'est que le FPR avait vendu. Il avait déjà vendu une partie du Rwanda ou le secteur économique du Rwanda à des entreprises américaines. Pendant qu'ils étaient encore dans la brousse, en train de combattre l'armée gouvernementale, ils vendaient déjà le pays. Carrément. Un exemple, c'est que moi, j'ai appris, dès mon arrivée, quelques jours après avoir atterri à Kigali, j'ai vu défiler des délégations étrangères, dont notamment une délégation de, de Ford, de la grande société où Ford faisait partie. C'était General Motors. General Motors avait signé des contrats avec le FPR. Et il était question de construire une grande usine de General Motors au Rwanda. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, avant même de prendre le pouvoir, tout était fait. C'était déjà vendu. Et en retour, c'est General Motors qui finançait tout ce qui a rapport à la communication. Tous les équipements de communication, c'était eux, les États-Unis. Donc, bien sûr, c'est le gouvernement américain avec l'accord, ou plutôt l'inverse. Kagame se servait dans les stocks de General Motors comme il voulait. Et donc, ça avait commencé avant. Tout à l'heure, nous parlions du pétrole. Et donc, Kagame ne va pas, je pense, exploiter ou aller faire des recherches à la mer pour trouver du pétrole. En revanche, il peut servir d'intermédiaire, il peut protéger justement les intérêts des sociétés qui sont sur place, parce qu'il sert comme typotype, comme j'ai expliqué, mais il sert aussi comme
société de sécurité. Il est prêt à aller n'importe où. S'il va au Bénin, s'il va au Togo, s'il va en Guinée, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner à son ami Sassou Nguesso? Voilà. Ou à d'autres, ou à Touadéra, ou à d'autres. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un rôle qu'il a accepté de jouer dans tous ces pays dont nous avons parlé. C'est le même schéma, c'est le même scénario. Je donne et je reçois le double. Et les pays occidentaux payent la facture. Parce que, quoi qu'on dise, Paul Kagame n'est pas un panafricaniste. Hein, et lorsqu'il est avec les jeunes Africains à Kigali ou ailleurs, il se présente comme un panafricaniste qui n'aime pas les colonisateurs, qui ne veut pas ceci, cela. Mais en réalité, c'est le président africain le vendu à l'Occident et à ses intérêts. C'est quelqu'un qui travaille exclusivement pour les intérêts occidentaux. Il peut travailler aussi pour les autres, parce que récemment encore, j'ai vu qu'il avait contrevenu à l'embargo, aux décisions anti-russes contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Hein. Les dollars américains ne devaient pas aller en Russie. Kagame a retourné cela. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est Poutine qui lui a demandé cela, ou bien c'est lui qui est allé démarcher pour dire, écoutez, je peux vous arranger. Voilà. Ça, c'est récent. Et c'était un rapport officiel de tous les organismes internationaux qui s'occupent et surtout du gouvernement américain, hein, que la main a été prise en flagrant délit. C'est votre allié, et en même temps, il vous contourne. Ça, c'est quand même. Surtout maintenant qu'il est en guerre, qu'il veut absolument prendre le Nord Kivu et le Sud Kivu et l'annexer au Rwanda. Il est capable de tout faire dans ces nouvelles démarches, dans ces nouvelles relations, ces nouvelles Mais amitiés est-ce au que Congo-Brazzaville. peut-être que c'est par là qu'on va terminer, l'heure nous tient déjà, nous sommes à la fin. Est-ce que il n'y a pas une possibilité finalement d'arrêter cette ambition hégémonique? Est-ce qu'il est trop tard finalement pour les Africains d'arrêter carrément Paul Kagame pour lui dire, attends, vous n'allez pas continuer comme ça, à vouloir tout occuper, à sauter sur toute Oui, l'Afrique, la zone Afrique centrale, je parle. Est-ce qu'il est vraiment trop tard? bien, bien évidemment, il n'est pas trop tard. Au contraire, c'est même le moment. C'est le moment de penser à le faire. Parce que les Rwandais eux-mêmes souffrent de cette situation. Parce qu'à l'intérieur du Rwanda, on en parlera une autre fois, il y a un système d'apartheid qui ne dit pas son nom. Je vous en parlerai à une autre occasion. C'est un pays d'apartheid où il y a une forme de racisme contre l'ethnie majoritaire de ce pays. Je vous le dirai. Et c'est un apartheid, un racisme institutionnalisé. Et il le fait d'ailleurs aussi dans le Nord Kivu, parce que son armée s'acharne et cible systématiquement les populations hutus, qui sont congolaises, mais qui vivent dans cette partie du monde. Est-ce qu'on peut arrêter Kagame? Je crois que oui. Et je crois qu'il faudra le faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. Les Rwandais auraient du mal à l'arrêter tout seul. Il faudrait qu'il y ait une sorte de synergie entre toutes les forces patriotiques de la région des Grands Lacs, y compris la RE, y compris le Congo-Brazzaville, bien sûr. Il faut absolument le faire. On doit arrêter Kagame, on doit stopper ces folies d'hégémonie. Les Congolais de Brazza doivent tout faire pour que la présence de l'armée rwandaise à Brazzaville et dans les environs et dans les autres provinces, qu'il faut absolument que ça prenne fin. Les Congolais, je sais que les Congolais ne vont pas l'accepter. Malgré la pression mise par le président Sassou Nguesso, ça ne passera pas. Au Congo-Kinshasa, je sais qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Apparemment, on négocie, mais la réalité, c'est qu'en négociant, les Congolais de Kinshasa aussi pensent et travaillent sur la seule façon d'ailleurs de chasser Kagame du territoire congolais. Ce n'est pas les négociations, ce n'est pas
de faire place à quelque ethnie proche de Kagame que ce soit. C'est une victoire militaire qu'il faudra, les Congolais de Kinshasa doivent le savoir et l'intégrer. S'il n'y a pas de victoire militaire, Kagame ne sortira jamais du Congo parce que c'est le Congo qui nourrit Kagame et sa famille. C'est le Congo qui aide le Rwanda à boucler son budget et à garder ses relations avec les puissances occidentales et autres. En Ouganda, je crois qu'ils commencent à se fatiguer, même s'ils ont des relations euh, familiales entre Kagame et le pouvoir ougandais, à Museveni et les autres. Au Burundi, ça ne va pas du tout. Il veut absolument Oui, évidemment, parce déstabiliser le que je Burundi. posais cette question, parce que lorsque je regarde un peu l'installation du Rwanda au Congo-Brazzaville, tout à l'heure on a parlé de Maluku. Maluku, c'est en face de Kinshasa, donc la RDC se sont déjà menacés de ce côté-là, à l'ouest de la RDC. Il y a une autre zone, c'est dans le Niari, vers Dolisie, on parlerait de Kimongo. Là-bas aussi, le Rwanda a acquis des terres. Or, qui dit Kimongo, c'est presque le Kabila, et le Kabila, c'est l'Angola. Et donc, à un moment donné, l'Angola aussi va se sentir menacé par la présence, évidemment, de ces Rwandais au Congo-Brazzaville. Et ce qu'on craint aujourd'hui, que le Congo soit utilisé comme une base arrière et qui risquera de payer les frais, bien sûr, de cette stratégie, j'allais dire, de cette politique hégémonique du Rwanda. Moi, je le pense et j'y crois parce que vous savez, ces derniers temps, on a entendu un monsieur, je pense qu'il s'appelle Sokoko, hein, qui a parlé de cette tentative justement de déstabiliser à la fois la RDC et l'Angola. Et ce serait parti d'une mission effectuée par monsieur Sokoko il y a quelques années pour le compte de Christelle Sassou Nguesso auprès de Dos Santos. Dos Santos, l'ancien président aujourd'hui décédé de l'Angola. Et il lui demandait ni plus ni moins que de l'aider à renverser son propre père, le président Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, Dos Santos, qui était quand même très proche de Sassou Nguesso depuis les années d'indépendance, hein, depuis les années 74, 15, etc., il a dit non, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me demander ça. Et il s'est confié d'ailleurs après à M. Sokoko. Ce que je dis, c'est Sokoko qui le dit lui-même, il le dit sur les radios, il le dit sur les chaînes de télévision, YouTube. Personne n'est venu le démentir. Et donc, il lui demandait éventuellement de l'aider. Christelle Sassou Nguesso demandait à Dos Santos de faire comme il avait fait avant, de l'aider à prendre le pouvoir contre son propre père. Lorsque ça n'a pas marché, lorsque Dos Santos a refusé cette offre, une offre morbide, eh bien, il semblerait, et ça, nous, au Rwanda, on l'a un peu subodoré, hein, on a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un dossier de succession. Parce qu'au Rwanda, c'est le même problème. Kagame veut se faire succéder par un membre de sa famille. Avant, on parlait de son épouse. Après, on a changé. On parle maintenant de ses enfants, de sa fille qui travaille à la présidence, son fils qui est le chef de la garde présidentielle. Et donc, il semble que Denis Sassou Nguesso se soit adressé à Paul Kagame, exactement la même demande qu'il avait faite et adressée à Dos Santos. Et Kagame a bien sûr sauté sur l'occasion. Il a dit, ah, tiens, si vous voulez que je vous aide, il faut m'aider à faire ceci, à faire cela. C'est comme ça que seraient nés les fameux accords de 2021. C'est comme ça que ces accords auraient été lancés et confirmés par les deux. C'est des accords entre Sassou Nguesso, enfin le fils de Sassou Nguesso et Kagame. Christelle Sassou Nguesso a dû tout faire pour que son père, bien sûr, bénisse l'opération, bénisse ces négociations, peut-être sans trop savoir qu'il était visé par les deux. Maintenant, est-ce que cela est vrai ou ce n'est pas vrai? Moi, je raconte une histoire que j'ai entendue sur les radios, racontée par M. Sokoko lui-même. Sokoko racontait cela en trois langues pour dire que moi, j'ai compris ce qu'il disait. Il parlait en portugais, ensuite il traduisait
son témoignage en français, ensuite en lingala. Je pense l'avoir même entendu parler à Moun Kutuba pour expliquer la même chose, pour que les Congolais qui ne parlent que le Kikongo, en fait, le Moun Kutuba de Brazzaville, pour qu'ils comprennent ce que voulait dire ce monsieur. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait eu un démenti. Non, Je ne pense pas jusque-là, il qu'il n'y y ait a eu un pas de démenti. démenti. En tout cas, merci Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Vous êtes, je rappelle, juriste de formation, diplomate de carrière. Vous avez été donc en poste à Bruxelles, à Paris, à Addis Abeba. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes aussi animateur de la radio La Voix des Grands Lacs. Ce n'est qu'un début. Nous avons toute une série d'émissions à réaliser, évidemment, à ce sujet, bien sûr, sur la politique ou la stratégie hégémonique du Rwanda en Afrique centrale, mais aussi en Afrique des Grands Lacs. Grand merci d'avoir été disponible pour nous.